Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Salut Jeff. Bonjour Jean-Baptiste. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast de la prod. Je t'en prie, ça me fait plaisir aussi d'être là. Tu es le patron de la maison de production qui s'appelle Eddy. Et tu vas nous expliquer tout ce que tu as pu faire et ce que tu fais aujourd'hui avec Eddy. Ça te va ? Ouais, très très bien. Ouais. Cool, super. Alors, on va déjà tout de suite remercier le studio son qui nous accueille, qui s'appelle Attention aux chiens, avec Célia aux manettes. Merci beaucoup de nous donner la possibilité d'avoir de bonnes conditions. Eddy, est-ce que tu peux me dire un petit peu Eddy, pourquoi je t'appelle Eddy ? Non, c'est toi, c'est Jeff. On doit te la faire souvent celle-là, non ? Oui, on me l'a fait de temps en temps, effectivement. Pardon. Est-ce que avant qu'on commence un peu sur l'historique et tout ça, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est Eddy et ce que tu y fais toi ? Oui, très bien. Alors Eddy, c'est une maison de production qui travaille à la fois en animation et à la fois en live action. Donc on a deux pôles, un pôle animation, un pôle live, qui sont gérés par des producteurs et productrices. Et moi, je suis managing director, j'ai un peu évolué dans mon poste, et j'encadre toutes les productions de la société. D'accord. Et donc, tu produis un peu moins toi-même, c'est ça ? Ah, c'est terminé, je produis quasiment plus. Ah ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est rare, ça, dans les prods. Le boss qui lâche un peu plus les manettes et qui lâche pas les manettes, mais qui fait plus les films directement. Ah oui, en France, en tout cas, c'est assez rattaché à une personne, donc effectivement, c'est assez rare. Ouais. Ça m'a mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps à prendre cette décision. Je l'ai prise l'année dernière, en fait, en janvier 2021. Et pourquoi tu l'as prise, cette décision de... En fait, c'est parce que la société, elle a beaucoup grossi. Là, tu vois, aujourd'hui, on a 4 producteurs en live, 4 producteurs en animation. Et en fait, moi, j'étais dans mon coin aussi en train de produire. Et parfois, quand même, il y avait des espèces d'incohérences. C'est-à-dire que les producteurs qui travaillent aussi sur des films, ils avaient besoin aussi d'avoir un référent. Et moi, j'étais en tournage ou j'étais sur un autre sujet. À la fin, ça manquait de cohérence dans la société et il fallait quand même un encadrement. Et j'ai mon associé Nicolas qui me poussait à ça depuis quelques années, qui le voyait venir. Moi, je le voyais pas trop. Et il me disait, mais lâche, à un moment donné, je pense que c'est important, ça va permettre à la société de se développer. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'effectivement, alors c'est un peu difficile parce que le marché français est assez personnalisé comme ça, c'est-à-dire que les producteurs d'agences, les TV producteurs aiment bien travailler avec une personne qu'ils ont bien identifiée, etc. Moi, c'était ma peur. Ouais, plutôt qu'une boîte. Et c'était un peu ma peur. Et puis finalement, ça se passe. Voilà. Donc voilà. Et donc ça fait un an que tu fais comme ça ? Un an que je fais comme ça, ouais, tout à fait. Et ça change quoi ? Ça marchait tout de suite ou t'as trouvé tes marques pour faire ça ou... Étrangement, assez rapidement. Franchement, j'avais l'impression que je serais inutile et que j'aurais plus rien à faire. Et pas du tout, en fait, j'ai beaucoup de travail, en fait, et je fais pas mal de réunions. Je donne un coup de main quasiment sur pratiquement tous les sujets. Et par exemple, je m'occupe aussi des pitchs quand il faut. Si j'ai un producteur qui est un peu qui peut pas venir, moi je vais le remplacer. En fait, j'arrive un peu à tous les niveaux des problématiques que peuvent avoir les producteurs. Donc voilà, que ce soit en amont, quand c'est le stade du pitch, quand c'est tourné, des fois quand on va au tournage, je vais au tournage, ou en anime, je suis un peu ce qui se fait, jusqu'à, par exemple en post-production, s'il faut que je donne un petit coup de main, j'y vais. Mais alors ça a pas été hyper galère du jour au lendemain plutôt que d'être à fond sur un projet que tu suis, savoir de quoi parlent les 10 projets ou je sais pas combien qui sont en cours. Non, pas vraiment. En plus, chez nous, on a un système qui est assez bien fait. On a développé un gros CRM qui nous permet d'avoir une carte de la société en temps réel de tout ce qu'on a. Donc, on voit assez vite. En fait, je me sens pas du tout, on pourrait dire, exclu des productions. Au contraire, j'arrive à avoir une vision d'ensemble. Ouais. Et c'est pas vraiment...
Je pense que ça a été un peu dur au départ, pour être tout à fait honnête, mais assez rapidement, je me suis fait à ça parce que de toute façon, il y avait une demande de la part des producteurs d'avoir un référent un peu plus présent. Donc ça s'est fait plutôt bien. D'accord. Ah, bah, c'est cool. Bon, bah, très bien. Bah, on en reviendra à ces dernières années là plus tard. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment t'es arrivé dans la prod, où est-ce que t'as grandi et qu'est-ce que t'as fait vers 18-20 ans pour tes choix d'études ou de métier? Ouais, bien sûr. Moi, je viens de Rennes. Ouais. Et mes parents, je viens d'une famille moyenne. Mes parents étaient fonctionnaires chez France Télécom. Et moi, très rapidement, dans mon enfance, j'étais bien branché par tout ce qui était informatique, cinéma. Ça, c'était des choses qui me passionnaient. Je me souviens des premières démos sur Atari ST de hackers qui faisaient des trucs en 3D. Moi, je trouvais ça vraiment dingue. Il y avait aussi le clip de Dire Straits, Money for Nothing, je me souviens quand j'avais vu ça, j'avais eu un choc. Et je me dis, putain, j'adorerais faire ça. Et donc, j'ai pas mal suivi. En fait, j'ai oscillé entre le monde du cinéma qui était vraiment j'adorais, et en même temps le monde de l'informatique. Ouais. Et je voulais, à partir de la seconde, première, ça me branchait, j'avais vraiment envie d'être réalisateur. Et donc j'ai monté quelques projets comme ça, en louant des mandarines, les caméras, etc. J'avais fait 2 courts-métrages. Et qui n'était pas forcément une grosse réussite, mais j'étais déjà dans l'action de faire ça. Puis à cette époque-là, moi, j'étais un fan de Léo Scarax, Cassavetes, etc. J'aimais bien aussi tout ce qui était le cinéma, la James Cameron. Je me souviens, mes parents et mon père, il avait gagné un abonnement à Canal+. Et voilà, ça a été la révolution. J'arrêtais pas de mater tous les films de Canal. Et donc, je me suis un peu construit comme ça pendant mon adolescence. Ouais. Et j'étais un élève j'avais des petits problèmes avec l'autorité des profs. Et donc, j'ai un petit peu navigué de lycée, voilà, on va dire. Et en fait, après le bac, j'ai fait une école d'architecture de Rennes, mais j'ai fait 1 an parce que j'ai eu un gros coup de bol. C'est que je suis allé dans un festival à cette époque-là, qui était un festival, parce que je faisais partie d'une association d'informatique, on va dire, à Rennes, et j'avais rencontré une dame qui faisait un pont entre le festival Quai des Bulles, qui est un festival de BD, avec ce qui s'appelle le SIGGRAPH, qui est aux États-Unis, qui est un festival qui parle un peu de tout ce qui se fait en imagerie numérique, qui va des conférences à des choses un peu plus technologiques. Et donc, je me suis retrouvé embringué dans cette histoire où je suis parti là-bas un été, j'étais en architecture, et je suis rentré en avion et je me suis retrouvé à côté du boss du Centre national de la bande dessinée de l'image, qui était à Angoulême à l'époque. C'était où que t'étais allé aux US, c'est ça ? Je suis allé aux US, à Los Angeles, aussi grave, pardon, j'ai peut-être pas été précis. Et donc, c'était quoi le rapport avec ton école d'archi, du coup ? Rien du tout. C'était par rapport à l'association qu'on faisait. On travaillait avec le festival Quai des Bulles, et on essayait de faire un espèce de pont entre la BD et l'art électronique. D'accord, donc t'étais en archi, mais en fait, à côté... Je faisais d'autres trucs. Ouais, exactement. Ouais, je faisais j'aidais un peu cet assaut. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé invité là-bas. Et quand je suis rentré j'ai eu un gros coup de bol, quoi. Parce qu'en archi, moi j'aimais bien, je trouvais c'est vraiment intéressant les études d'archi, mais je savais pas trop où j'allais, en fait. Je vais dire que j'étais pas perdu, mais je cherchais encore une direction. Ouais. Et donc, me retrouvant à côté du gars dans l'avion, on a discuté. Et puis, à ce moment-là, eux, ils avaient un espèce de département d'imagerie numérique où il y avait 5 personnes à l'époque. Et puis, en me parlant comme ça, il me dit, écoute, tu devrais t'inscrire parce que, en fait, on n'a pas eu beaucoup de candidatures cette année. Et donc, et à cette époque-là, il faut savoir que l'informatique, c'était tout ce qui se faisait en imagerie 3D, c'était des machines qui coûtaient un prix très très cher. C'était des Silicon Graphics, et les logiciels aussi qui étaient développés par Thomson à l'époque, c'était Thomson Digital Image, et c'était des logiciels aussi qui coûtaient très cher. Donc c'était un endroit assez inaccessible pour le grand public. C'était vraiment très 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 professionnalisé, et il fallait faire un investissement assez lourd. Et dans ce Centre national de la bande dessinée à Angoulême, ils avaient créé ce département où il y avait c'était 2 départements avec d'un côté des masters et de l'autre côté
On appelait ça des DESS. Et donc voilà, donc je suis rentrant de Los Angeles et du SIGGRAPH, j'en parle à mes parents. Mes parents me disent, bah écoute, oui, pourquoi pas, essaye de voir. Donc je vais là-bas, je sais pas, en août, là, je passe les entretiens. Et puis en fait, ils me disent, bah non, c'est bon. Donc j'ai arrêté Archi, j'ai fait cette école qui a duré 1 an. Et pendant 1 an, on devait faire 3 films d'animation. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment les prémices. Moi, je me suis retrouvé... l'animation, elle a commencé dans les années 80. Là, je te parle des années 94-95. 95, pardon. Où j'ai commencé ça. Donc, j'ai fait une formation d'1 an. Et cette école-là, ouais. à Angoulême, comment est-ce qu'elle pouvait se payer justement ces machines, ces logiciels c'était vraiment tout le début? C'était la grande époque un peu. C'est Jack Lang, au ministère de la Culture. Et en fait, il faut savoir que la France, à cette époque-là, avait quand même... il y avait un enjeu parce qu'on était un peu dans les pionniers un peu en images de synthèse. C'est-à-dire qu'on avait Thomson qui développait ça. Avait quand même une place assez importante. Se partageait c'était le marché canadien, américain et français qui développaient vraiment les outils. Ouais. Et donc, je pense que industriellement, je pense qu'il y avait un enjeu aussi. Voilà. Et en fait, il l'avait en plus inscrit, c'était assez étrange parce que c'était pas vraiment le ministère de l'Éducation, c'était le ministère de la Culture. On dépendait du ministère de la Culture à cette époque-là. D'accord. Voilà. Et donc voilà. Et donc j'ai fait un film d'animation. D'ailleurs, j'avais eu une sélection à Annecy à cette époque-là. Et tout de suite après, j'ai bossé. Je me suis retrouvé en stage dans une société qui s'appelait Media Lab, qui était une filiale de Canal et dans lequel ils avaient fait des investissements très très lourds avec ces machines et ces logiciels. Et j'ai travaillé à ce moment-là dans de la série d'animation. Et en même temps, je voyais, parce qu'ils avaient un pôle pub où ils avaient des flemmes, des trucs comme ça. Moi, j'étais assez fasciné par tout ça. Et t'as bossé tout de suite, t'as fait qu'1 an d'école et direct à bosser. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai repiqué 3 fois et direct après 1 an d'études et bing sur le marché professionnel. Ouais, j'ai fait une accélération. J'ai fait un truc très court en fait. Ouais. Et ça pour les jeunes qui voudraient se lancer dans l'animation, qui nous écoutent, ça n'existe plus de faire 1 an d'études et bosser tout de suite, ou tu peux trouver des raccourcis comme ça? Je pense que c'est difficile. À moins que tu fasses un film qui se fait vraiment remarquer sur Internet, que tu as fait chez toi. Ouais. Je pense que maintenant, tu es obligé de passer par un cursus de 4-5 ans, etc. Ouais, non, je pense que ça devient... Non, je pense pas que ce soit accessible. À l'époque, c'était beaucoup plus... On va dire que c'était un peu empirique, quoi. Il n'y avait pas vraiment de structure. Tu devais avoir 1 ou 2 écoles qui formaient à l'image de synthèse. Donc, tu pouvais avoir accès beaucoup plus facilement au marché, quoi. Ouais. Du travail. Et donc, Media Lab, tu faisais la série fiction animée, alors, c'est ça? À l'époque, il y avait, il me semble, c'était France Télé qui avait fait un deal avec la licence Donkey Kong. Et donc, à cette époque-là, Media Lab, ils étaient connus pour faire du temps réel, de l'animation temps réel. Donc, ils avaient des espèces de des combinaisons dans lesquelles tu avais les acteurs qui se mettaient dedans et ils faisaient les mouvements et directement, c'était appliqué au personnage 3D. Donc, c'était assez pointu. Hein. Et donc, moi, je m'occupais de la gestion des assets 3D. Donc, les assets 3D, c'est tout ce que tu utilises pour constituer tes scènes, etc. Je faisais un petit peu de script et puis je faisais un petit peu de rendu. Donc, c'est un peu tout ce que tu mets en texture, image, etc. D'accord. Et voilà. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai bougé de boîte en boîte. J'ai fait un peu freelance. Donc, j'ai bossé dans d'autres sociétés qui faisaient aussi qui vendaient de l'image de synthèse. J'ai bossé un peu en pub. Et puis à un moment donné, il y a eu un espèce de twist dans l'industrie, c'est-à-dire que avant c'était vraiment des machines qui coûtaient très cher et des logiciels qui coûtaient très cher, et le PC est arrivé et Nvidia, la marque de carte graphique, a sorti une carte graphique qui a permis de pouvoir faire de la 3D à partir de ton ordinateur PC. Ouais. Et donc la 3D est arrivée après on va dire dans le domaine public. Et là, quand ça c'était à partir de 97-98 à mon avis. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que, à ce moment-là, je vivais en colocation. On était 3 en coloc dans un appart à Paris. Ça coûtait pas très cher à cette époque-là. Et à l'époque. Oui, vraiment. Et donc, on a acheté 2 PC avec mon pote, avec Jérôme.
Et puis on s'est dit, tiens, on va faire un court-métrage. Et donc on a bossé pendant quasiment 2 ans et demi. Moi, je me souviens, parce que je faisais 507 heures maximum. C'est-à-dire qu'on était intermittent, donc je faisais ma période d'intermittence, 507 heures, et le reste du temps, j'avais mon chômage. Mais c'était un chômage dégressif, donc à la fin des 507, à la fin de mon cycle, là, je gagnais plus quasiment que dalle. Je repartais, je recherchais du freelance, je rebossais encore 507 heures, et je continuais de faire ça sur le court-métrage. Ça a duré comme ça 2 ans, de 98 à 2000. On a sorti le court-métrage. Et là, le court-métrage a plutôt bien marché. C'était à l'époque, mais ça n'existe plus, mais il y avait un festival qui s'appelait Imagina, qui était à Monaco, qui était vraiment le festival un peu européen de l'image de synthèse. Et on a gagné le prix du court-métrage avec. Donc c'était... super. Et bonne récompense après 2 ans de... Ouais. Ah oui, puis 2 ans de sacrifice, parce qu'on était vraiment... on faisait ça jour et nuit. Hein. Et donc ça a été... ça a été un peu le révélateur. Ça m'a vraiment permis d'évoluer dans mon métier, parce que je suis passé de statut de graphiste à statut de réal. Et c'était marrant. Oui. Pardon. C'est la question que j'allais avoir sur ce court-métrage. C'était comment vous êtes répartis les rôles? Est-ce que vous faisiez tout tous les deux? Ouais, on a tout fait tous les deux, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas fait de l'animation parce que j'étais pas vraiment animateur. Jérôme, à cette époque-là, lui, il était assez fort en animation. Et donc, on se répartissait. En fait, dans la 3D, tu as plusieurs catégories. Tu peux faire de la modélisation, donc c'est tout ce qui est sculpture. Ensuite, tu peux faire des choses un peu plus techniques, c'est-à-dire comment tu fabriques un pantin pour pouvoir l'animer. À cette époque-là, il y avait quand même une dose de technique assez forte. Il fallait quand même s'y connaître parce qu'il fallait scripter des choses, etc. Et après, tu passes à l'animation où tu animes les personnages. Et après, tu appliques tout ce qui est texture et lumière. Et après, tu vas affiner ça s'appelle le compositing, où tu commences un peu à régler les couches que tu as calculées pour affiner l'image. Et donc, tous les deux, on a fait ça. On s'est réparti toutes ces tâches ensemble. Et puis, on a eu aussi l'aide d'un pote qui est venu à un moment donné pendant 1 mois. Et voilà. Et on a construit ce cours à 2. Donc, à l'époque, c'était assez balèze. Je sais pas de prétention là-dedans, mais c'était vraiment les prémices de la 3D. On a bossé sur la bêta qui n'était jamais sortie. Puis ensuite, ils ont inventé un module de poils, donc qui te permettait de faire des coupes de cheveux, etc. Et donc, on avait réussi à faire un court-métrage à moitié plutôt dans le style Pixar, mais avec un look un petit peu réaliste. Et donc, ça avait bien marché. Et surtout, ce qui était... l'écriture, c'était vous aussi? Ouais, mais l'écriture, on avait fait une soirée, je me souviens, on était entre potes et on essayait de trouver une histoire. Donc, autant me dire que, voilà. Et puis, l'histoire était un peu con, hein, parce que l'idée, c'était que c'était un mec qui était chez lui, qui mangeait un chewing-gum, qui faisait des bulles. Et il faisait des bulles. Et puis, à un moment donné, il y a un moustique qui rentre dans sa chambre, qui se pose sur la bulle. Il pique la bulle, il se remplit d'air, donc il devient énorme et il lui pète à la gueule. Voilà. Donc autant dire qu'on va pas aller très loin dans l'histoire. Donc c'était très graphique, il y avait pas de dialogue ou truc comme ça? Non, c'était qu'une musique, etc. Ce qui était rigolo, c'est qu'on avait reproduit tout notre appart de l'époque. Donc il y avait des détails partout. C'était une image hyper riche. C'était sympa à l'époque, ouais. Et parce qu'on avait on avait réussi à faire vraiment un truc pas photographique, je vais pas te dire ça, mais il y avait tellement de détails dans tous les sens qu'on avait repris c'était la chambre de Jérôme à cette époque-là, donc on avait tout regardé, on avait pris les petites photos et tout, il y avait vraiment vraiment beaucoup de détails. Donc c'était un court-métrage qui était assez riche. Peut-être ça aussi qui nous a, et avec un rendu assez bien et une animation assez bonne. C'est pas le scénario qui nous a permis de gagner, hein. C'est plutôt l'effet comique. La forme. Ouais. D'accord. Cool. Et donc, du coup, ce court-métrage, ça vous a fait... Ouais, en fait, on a gagné pas mal de prix à l'international à l'époque. Et c'était marrant parce que on avait eu... à ce moment-là, on avait eu une proposition de DreamWorks pour aller bosser chez eux, parce qu'ils voulaient nous débaucher en tant que graphiste. Et puis moi, ça m'intéressait pas trop, parce que je voulais vraiment développer... je sais pas... Après, c'est peut-être dans mon ADN. Moi, c'est mon histoire personnelle, hein, c'est que
j'avais la sensation que grâce par exemple au statut d'intermittent, ça m'a permis de faire mon court-métrage. Donc et puis je pense probablement venant d'une famille de fonctionnaires, j'avais vraiment ce sens de l'État. Je sais pas comment. Mais DreamWorks à Los Angeles à cet âge-là, ça t'a pas fait rêver? Non. Je m'étais dit non, en France, je pense qu'on peut faire des plus grandes choses, vraiment. Waouh. Et ouais. Et c'était et donc non, on a refusé. Et puis en plus c'était marrant, mais bon, ça c'est une anecdote en plus, c'est que ce court métrage les avait vraiment intéressés, parce qu'à cette époque-là, il y avait Katzenberg et Spielberg, donc le boss de DreamWorks et Spielberg, qui avaient monté une boîte ensemble, et ils avaient la velléité de créer un espèce de YouTube, mais ça s'appelait pop.com. Et ils nous avaient demandé, à cette époque-là, si ça nous intéressait de développer notre court-métrage en série. En fait, ils avaient plus ou moins... ils avaient vu qu'ils voulaient présenter avec pop.com du contenu premium à diffuser. Mais c'était dans les années 2000, et donc il n'y avait vraiment pas la bande passante. C'était trop tôt, ouais. C'était trop tôt, ouais. Et donc on a commencé à écrire des scénarios et tout, et on se disait, non, mais en plus on peut les fabriquer en France, ce serait génial. Et donc on a bossé comme ça avec eux pendant 6 mois, et au final ils ont abandonné l'idée. Mais ils étaient partis pour acheter plein de contenus différents et pour le diffuser. Mais bon, manque de bol trop tôt. Donc ça c'était en aparté. Et donc non, moi j'ai continué. Je me suis dit non, on reste en France, etc. On a voulu réenchaîner sur un deuxième court-métrage. Et en même temps, à ce moment-là, c'est le métier de la publicité est arrivé. Les producteurs, suite à ce cours, on a eu pas mal de rencontres avec des producteurs à cette époque-là de la profession. Je me souviens, quand j'étais à Imagina, il y avait Claude Fayol qui démarrait, je pense, la section clip de Vanda, avec qui on avait discuté et tout. Mais je connaissais rien du tout à ce système. Donc, on a signé dans une boîte de production, mais qui n'était pas tellement identifiée dans le métier. Donc, on a fait quelques pitchs, etc. Mais à cette époque-là, en plus, le marché de l'animation 3D démarrait, et il y avait vraiment plusieurs personnes assez identifiées, comme Pierre Coffin, qui aujourd'hui, il a réalisé Moi Moche et Méchant, Les Mignons, etc. Ouais. T'avais aussi une autre personne qui s'appelait Tanguy de Kermel. Et nous, on était un peu en 3e position, toujours le challenger. Ce qui fait qu'on se faisait... je pense qu'on perdait vraiment beaucoup de compétitions contre eux. Et ce qui était assez rigolo, c'est que parfois, il m'est arrivé de perdre des compétitions, puis aller après bosser en tant que graphiste pour Pierre, par exemple. Pour les compétitions que tu avais perdues ? Ouais, exactement. Ah ouais. Parce qu'il faut dire que le monde de l'animation, c'est un monde assez bienveillant, assez bisounours, on va dire. Ouais. On s'entend vraiment tous assez bien entre nous. On se rappelle. Et on n'a pas il n'y a pas un ego surdéveloppé. Donc, il m'est arrivé de temps en temps de bosser pour Pierre sur des pubs que j'avais perdues. Donc voilà. Et voilà, après on a changé de boîte de production qui nous a conseillé une autre boîte de production. Et ça, c'était en 2002. Ouais. Et à cette même période, il y a eu, on était viré de notre appartement. Le bailleur voulait le vendre, et donc on s'est retrouvé un peu sans locaux et tout. Et avec Jérôme, on était là, putain, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir graphiste, etc. Et puis à ce moment-là, la boîte de production avait une boîte de post-production qui s'appelait Chez Louis, et ils avaient quand même des demandes en 3D. Ils nous avaient déjà envoyé des petits trucs à faire à droite à gauche pour des logos, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, ils nous ont proposé de monter la boîte. Et donc, alors attends, vous vendiez en duo de réalisateurs. Hein, exactement, avant tout ça. À fait. Et là, tu m'as dit que la boîte de prod pour laquelle vous bossiez avait une boîte de post-prod qui vous a proposé de monter un truc ensemble, une prod ensemble. Ouais, alors c'était pas une prod, c'était à cette époque-là, on était en 2002. C'était pour monter un studio d'animation. En fait, l'idée, c'était, nous, en tant que réalisateurs, quand on gagnait des projets, on pouvait les fabriquer dans le studio, et eux, en même temps, ils avaient des demandes à faire en animation qui pouvaient nous sous-traiter. Donc, c'était une opération qui était plutôt pas mal. Et ce qui fait que nous, on a continué à pitcher en tant que réalisateur. On a gagné des projets qu'on fabriquait. Il y a des fois des projets qu'on avait gagnés, mais qu'on pouvait pas fabriquer dans notre studio, donc on allait bosser chez Micros. Et ça s'est passé comme ça pendant un certain nombre d'années. On a monté la boîte en septembre 2002. Et on a vécu un peu comme ça, en faisant de la prestation extérieure et en même temps en vivant des réalisations qu'on avait. Et donc ça, c'est Brunch Studio, c'est ça ? Alors, à l'origine, c'est chez Eddy.
Parce que là, on va revenir vraiment à l'origine. Et Brunch, c'est arrivé un peu plus tard. Et donc, c'est chez Eddy. Après, je vais essayer de la faire un peu plus courte. Et donc, comme ça a duré pendant un certain temps. Et puis moi, en 2006, je me suis dit, bon, j'étais pas un super réal, hein, pour être tout à fait honnête. Je pense que Jérôme était beaucoup meilleur que moi en réalisation. Et moi, je me disais, faut se méfier parce que la pub, t'arrives à un certain niveau et après, ça redescend, quoi. Donc, ça dure pas longtemps. Ouais. Non, en tant que réalisateur. Donc, je me suis dit, en plus, je trouvais, moi, que les producteurs de l'époque, qui étaient des producteurs de live, avaient vraiment pas beaucoup de sensibilité à l'animation et ça savait pas vraiment en parler. Quand tu dis live, tu veux dire live action, des images réelles? Ouais, live action, ouais, tout à fait. Et donc, je me suis dit, peut-être que j'aurais plus intérêt à me représenter et puis représenter d'autres réalisateurs pour étendre le champ du studio. Tu sentais qu'en fait, t'étais attiré par le fait d'être producteur. Ah, exactement, ouais. Je me rendais pas vraiment compte, mais ouais, c'était ça. Et donc, j'ai commencé à représenter des réalisateurs d'animation et puis nous aussi, notre duo qu'on faisait avec Jérôme. Alors, donc attends. Comment est-ce que du jour au lendemain, tu passes réal à représenter des réalisateurs? Quand tu dis représenter des réalisateurs, c'est que déjà, toi, tu étais en contact avec des agences, donc tu faisais déjà un peu ce métier de producteur? Pas du tout. C'est là aussi où... T'as vu, je gratte, j'ai un truc qui m'interpelle. Tu tombes dans le mille parce que c'est là où... en fait, moi, je connaissais pas mal le réseau des animateurs, des réals en animation, mais j'avais franchement, je voyais pas vraiment... Je voyais à peu près comment ça fonctionnait, mais c'était vraiment le début de mon expérience de production, donc je le faisais mal. Et donc j'ai fait ça, j'ai essayé de démarcher, mais en même temps c'était assez compliqué parce que j'avais un poste où je gérais la boîte, je faisais les notes d'intention quand on avait des réals, j'essayais de faire des rendez-vous pour présenter les autres réalisateurs. En fait, je faisais trop de choses. Mais tu avais quand même déjà un taf de gestion de boîte. C'est ça que tu dis. Ouais, tout à fait. Fallait rentrer le business, etc. J'avais trop de casquettes, en fait. Oui, donc, mais je veux dire, tu faisais déjà un peu de la production, au final, en tant que réalisateur, avant d'aller représenter des réals. Alors, je faisais pas vraiment de production parce que, en fait, oui, un petit peu, parce que quand on gagnait un film d'animation, on faisait tout. Et donc là, oui, on va dire que dans le cadre de l'animation, oui, c'est quasiment de la production intégrale, puisque il n'y a pas vraiment, on nous confiait le projet et puis on gérait financièrement tout, quoi. Voilà, donc il n'y a pas vraiment une notion de production. En tout cas, au niveau de nos producteurs. Moi, quand je suis allé en production, je savais à peu près comment fabriquer les films d'animation. Ouais. Voilà. Et donc j'ai fait ça, mais je me suis un peu heurté justement au fait que je faisais trop de choses. Et donc pendant pas mal de temps, le marché français était difficile d'accès. Et en fait, on a vachement marché pour tourner avec le marché belge, étrangement. Ouais. Donc on a bossé. Un marché, j'imagine, beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus petit, ouais, mais j'ai eu beaucoup plus d'opportunités en Belgique qu'en France. Et donc en Belgique, moi j'ai bossé avec une meuf vraiment cool, qui s'appelle Mieke van de Vel, qui était un peu qui est la chef TV de TBWA là-bas. Maintenant ils ont une boîte qui s'appelle Make, qui est la production intégrée de TB. Et elle nous a fait confiance sur plusieurs sujets. Ouais. Et donc grâce à ça, on a eu quand même pas mal de trucs sur le marché belge. Alors, on a même gagné un prix là-bas, en Belgique, avec un film qu'on avait fait pour une marque qui s'appelait Deleuze. Et donc, on tournait beaucoup plus pour la Belgique. D'accord. Et puis, à un moment donné, à côté de ça, le studio, je savais pas encore comment vraiment le positionner. Donc, j'ai un peu fait des tentatives un peu partout. J'ai essayé d'aller dans le générique de film, j'ai essayé d'aller dans la série, j'ai tâtonné, en fait. Il y avait que toi qui se posais ces questions de vers où prospecter, tout ça? Ouais, parce que Jérôme, à l'époque, qui était avec moi, lui, il était beaucoup plus artiste. Ouais, donc, il était pas vraiment dans la stratégie ni quoi que ce soit. Et lui, tu lui confiais un projet, il te le faisait, mais parfaitement, quoi. Ouais. Mais il allait pas gérer la strat. Non. Okay. Donc, c'est moi qui faisais ça. Et avec, des réussites et puis des échecs, quoi. Tu tâtais un peu partout pour voir. Ouais. Et puis, le marché français est difficile d'accès au départ. Mais même aujourd'hui, quand tu dis le marché français, tu parles le marché de la pub ou le marché de l'anime? Ouais. Le marché de la pub et surtout en animation. Parce que c'est ce que j'allais dire. En animation, on n'a pas l'impression qu'il y ait énormément de projets. Non. En fait, c'est pas une culture française, l'anime. Et en plus, l'anime, on va l'identifier à un langage plutôt enfant.
et ado. Alors qu'il y a un vrai langage adulte aussi qui peut être fait avec l'animation. Ce qui fait que j'ai essayé de démarcher, mais c'était difficile. Et donc voilà, donc j'ai essuyé quand même plusieurs échecs là-dessus, parce que j'avais du mal à capter ce marché. Et autant l'étranger, c'était plus facile, étrangement. Et après, à un moment donné, donc je vais encore faire un petit bond dans le temps. On est à quelle période là ? Là, je veux dire 2006 jusqu'à 2010-2011. Ouais. Je me souviens que mon premier projet vraiment de producteur, je l'ai fait avec La Chose. Elle venait de se créer et à cette époque-là, ils avaient un film à faire en animation pour Mappy. J'avais trouvé des réalisateurs d'animation 2D. J'avais ramené un mec qui faisait de l'écriture, un auteur avec qui je faisais des séries, qui était venu dans le projet parce qu'ils avaient écrit le projet avec, à l'époque, c'était Benjamin Parent d'ailleurs, qui était créatif à La Chose, maintenant il est réal. Et donc on avait constitué le film ensemble, et on avait fait un film, je crois, il y avait trois films pour Mappy à faire de 1 minute ou 1 minute 30 par film. C'était mon premier truc, j'étais super content en fait. Quand j'avais gagné le truc, j'étais comme un ouf. C'était, après quelques années de galère, j'ai fait, mais ça a été quand même assez... C'était pas un gros business, hein, la publicité à l'époque dans la société. On gagnait plus d'argent ailleurs. Mais justement, dans quoi vous gagnez de l'argent à l'époque ? Justement, dans les génériques, la série. Après, nous aussi, la boîte de production qui bossait avec la société qui s'appelait Chez Louis nous donnait aussi pas mal d'effets spéciaux à faire par rapport à leurs films. Donc, on arrivait à trouver un équilibre comme ça, mais qui n'était pas assez fort en production. On était vraiment entre les deux. Vous étiez plus prestataire technique ? Ouais, c'est ça, exactement. que production ? Ouais. On était plus prestataire technique et la production, elle venait soit de la Belgique ou parfois des accidents sur le marché français. Mais c'était quand même pas quelque chose qui était stable, on va dire. Et avec le recul, là, tu penses que c'était dû à quoi ? C'est parce que pour accéder au marché publicitaire, c'est hyper long et hyper dur. Tu rentres pas comme ça en fait. Faut beaucoup de temps. En tout cas, nous, il nous a fallu beaucoup de temps. Et voilà. Donc pour un peu la faire courte, on bossait quand même à cette époque-là, parce que c'est un petit détail mais qui a son importance. On bossait aussi un peu, par exemple, avec Ubisoft. On faisait une cinématique de jeu par an à peu près. Tu vois, les cinématiques, c'est un peu les films qui lancent avant les lancements des jeux. Et voilà. Et après en 2010-2011, moi je voyais un peu la limite en fait de tout ça. J'arrivais pas. Il fallait vraiment. Le modèle. Non, je trouvais pas le modèle. Et puis surtout, je pensais que producteur, là-dessus aussi, c'était peut-être dans la gestion. Je flippais un peu parce que moi, j'ai pas eu d'études de gestion. Hein. Moi, je viens d'archi. J'étais pas du tout dans une stratégie de boîte pour pouvoir vraiment. Je me disais, c'était assez, encore une fois, empirique, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je prenne un producteur avec moi, ça va me soulager. Et une fois, j'étais à un jury d'école, justement en animation, et je croise Nicolas, qui était producteur et qui avait 5 ans d'expérience dans une autre boîte de production d'animation qui s'appelle Cube, parce qu'elle existe toujours. Ouais. Et lui, il avait vraiment un discours vraiment de production. Il était beaucoup plus avancé que moi là-dedans. Et donc, on a bien sympathisé. Et à cette époque-là, moi, je sais que ce qui lui avait fait vraiment... il avait envie de passer chez nous, c'est parce que moi, j'investissais beaucoup d'argent dans du court-métrage, dans pas mal de projets. J'ai toujours eu un peu cette idée d'investir. D'accord. Et lui, ça l'avait vachement intéressé, parce qu'il trouvait que dans la boîte dans laquelle il était, il avait cette limite. Il se trouve, voilà. Et donc, en 2011, il m'a rejoint. Et puis là, ça a vachement changé la donne, parce que lui, il avait 5 ans d'expérience de prod, et il avait vraiment des réflexes de producteur. Il connaissait un petit peu le marché. Il avait quand même pas mal de contacts. Et il a commencé à démarcher. Parce que moi aussi, démarcher à cette époque-là, c'était une catastrophe. Je envoyais un mail pour proposer le roster, tout ça. Non, j'y arrivais pas trop, quoi. C'est quelque chose qui n'était pas très naturel chez moi. Et Nicolas avait vraiment plus cette vision-là. Donc, on a commencé à vraiment développer encore plus le roster de réalisateurs qu'on avait. Et donc voilà, donc on a, à partir de 2011, on va dire que la boîte était vraiment beaucoup plus sur les rails de la production, et toujours avec le studio d'animation à côté, mais c'était au sein de la même boîte qui s'appelait Chez Eddy.
Et on a avancé comme ça. Et après, le live action est arrivé par nos réalisateurs. C'est-à-dire qu'on a on avait représenté un réalisateur qui s'appelle Maxime Brunel, qui sortait de Penningen. Et il était super fort en design, il faisait des clips, etc. Mais l'animation était un petit peu faible. Donc on lui avait dit, écoute, nous on peut vraiment t'amener en termes de production une meilleure anime, etc. Et donc on a gagné pas mal de projets avec lui en anime. On élevait le niveau de l'animation. Et après, à un moment donné, Maxime, il avait envie d'explorer d'autres choses. Et il nous a dit, j'aimerais bien faire du tournage. Et nous, on n'avait pas fait de tournage. On n'avait jamais fait de tournage. Ouais. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, la manière dont vous vous présentez, en tout cas, tu as l'impression que c'est 50% anime, 50% live. Ah oui, et même c'était plus live. Aujourd'hui, c'est plus live? Ah non, là maintenant c'est à égalité, mais avant c'était plus live. Et oui, alors donc tu vois, il nous a demandé de produire le clip pour lui, c'était pour le groupe Recorder. Et là, à ce moment-là, nous, on connaissait pas le live, quoi. Donc on s'est dit, comment on fait? Et on s'est dit... En fait, Nicolas et Maxime sont partis au festival Clermont-Ferrand pour regarder tous les courts-métrages. Ils ont tout regardé et à un moment donné, quand ils ont vu une photographie qu'ils trouvaient cool, ils ont dit faut qu'on rencontre ce chef-op. Donc ils ont rencontré le chef-op qui s'appelle Luis Armando Arteaga. Et Luis, en fait, il nous a tout appris. Et il nous a tout appris de comment tu construis une image, comment tu travailles les optiques, les luttes. C'est super cool ça, que ce côté vous mettre en live action, ça vienne d'un réal et d'un chef-op et pas de, je sais pas, un producteur différent que vous auriez intégré ou une stratégie, quoi. C'est... Ouais, tout à fait. C'est de là que c'est venu, c'est génial quand même. C'est vraiment venu de là, le live. En fait, on n'avait pas forcément une velléité, c'était pas stratégique d'aller dans le live, c'est vraiment Maxime qui nous a poussé à ça. Et c'était intéressant parce que moi je pense, quand tu bosses en animation, tu fais du design, tu designes ton image, tu designes ton cadre, etc. Et je pense qu'on a abordé le live de la même manière. On s'est dit, comment tu designes ton image en live? Et donc, c'est comme ça qu'on a construit le truc. On s'est dit, on va d'abord repérer ce qu'on aime bien. On avait une culture, je pense, cinématographique assez forte. Surtout Nicolas, qui, lui, à l'origine, il aurait bien voulu être réal, le cinoche, etc. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il a été obligé de faire une école de commerce parce que ses parents lui avaient dit qu'il fallait d'abord faire une école de commerce et après il verrait. Ouais. Mais voilà, et donc lui, il avait vraiment cette velléité-là aussi. Et donc on s'est vraiment, vraiment bien retrouvés entre Maxime, Nicolas et moi. On a vraiment, on a poussé ça. Et Louis aussi nous a vraiment, vraiment boosté. Donc on a fait ce clip Recorder et qui était on était assez content de nous quand même. Et c'était le premier truc, le premier objet. Et ce clip Recorder nous a permis ensuite de faire un film pour Amnesty International pour La Chose. Ouais. Et donc ça a permis de booster la carrière de Maxime, parce qu'après ce film de Amnesty, ça nous a permis d'aller sur un autre film et ainsi de suite et ainsi de suite. Et la carrière de Maxime s'est faite. Et c'est par la carrière de Maxime que vous rentrez dans le live en fait. Ouais. Mais ça a été encore, mais ça a été encore une longue, ça a été encore compliqué parce que ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, nous, on démarrait le live, donc autant dire que, déjà l'anime en France, c'était pas facile. Quand tu démarres le live, là, tu te retrouves quand même face à du très très lourd en face. Donc, les agences françaises, ça a été aussi compliqué. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est une chance de l'animation, parce que l'animation, c'est un métier qui vient vite international. En fait, si tu te débrouilles bien, si tu as les bons artistes, si tu fais bien, voilà, si tu gères bien. Si tu développes bien les artistes, tu peux avoir accès au marché international. Donc nous, en 2011, quand Nicolas est arrivé, on a essayé aussi, on s'est tourné rapidement vers l'international, voyant que l'animation en France, on aurait vraiment beaucoup de mal. Fait qu'on a créé des partenariats. À ce moment-là, on avait créé un partenariat avec une boîte en Angleterre qui s'appelait Field Trip, qui nous envoyait des projets. Et aussi, avec Field Trip, on a rencontré une boîte qui s'appelle First Avenue Machine, qui était à New York. Et en fait, on s'est super bien entendu avec eux. Et voyant que... Pardon ? C'est quoi comme type de deal que tu fais avec des boîtes comme ça? Quand tu dis tu crées un partenariat, tu dis quoi? Tu fais... Tu passes tes réalisateurs, et à côté de ça, eux, ils se font ils prennent un fee dessus. D'accord, ok, donc c'est du loan out. Ouais, c'est du loan out, tout à fait. Ouais. Et ça va dans les deux sens? Ouais, exactement, ouais.
Tu fais ça. Et après, tu peux voir les loan-out en fonction aussi si... par exemple, en animation, si tu fabriques le projet dans le studio, tu as des deals un peu différents, etc. Si c'est moins cher parce que tu le fais en interne. Si tu le bosses en interne, tu vas peut-être prendre un moins gros loan-out. Si tu le bosses en externe, tu prends un plus gros loan-out. Donc, on était sur ces... D'accord. Okay. Voilà. Et puis en fait, le marché français, c'est assez facile, juste pour résumer, c'est assez facile parce qu'en gros, ça te coûte de l'argent que quand tu en gagnes, quoi. Ah bah complètement. Ça t'évite de dépenser. Ouais. Ah bah c'est le meilleur truc. Bon, en tout cas, à notre niveau, je pense que ça se pose pas la même question sur d'autres sociétés, mais nous, le loan-out, on n'a pas les reins pour aller installer une boîte à Londres ou à New York, quoi. C'est trop de dev et d'argent. Et vous l'avez fait dans plusieurs pays? Ouais. Oui, on l'a. Bah alors à l'époque, c'était l'Angleterre et de l'Angleterre, on prenait des boards aux US. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le marché français, on avait quand même un peu de mal à le pénétrer. Hein. C'est pas simple. Hein. Même si tu fais des projets qui sont cool, etc. T'accèdes pas encore à une confiance absolue du marché français. Et donc, en voyant ça, on s'est dit, putain, faut qu'on fasse vachement gaffe, parce que Maxime, il va se faire, à un moment donné, il pourra se faire démarcher par d'autres sociétés qui sont un peu mieux installées dans le métier. Sur le live action. Sur le live action. Ouais. Donc, on a eu tout de suite le réflexe de faire comme l'anime. Avec Nicolas et Maxime, ils sont partis à New York. Et à ce moment, on a rencontré la boss de First Ave, qu'on avait déjà rencontré à Londres. Et puis, ils kiffaient. Les ricains ont pas du tout aux US, ils n'ont pas du tout la même attitude qu'en France. En France, on va regarder un peu l'expérience, s'il est dans la place, etc. Aux États-Unis, c'est plutôt la nouveauté. Ils sont beaucoup plus attirés par le prochain talent, quoi. Donc, c'est pas votre inquiétude, c'était que Maxime parte dans une plus grosse boîte de live action. Et du coup, il fallait se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut lui faire du gros live action chez nous, c'est ça? Bah ouais, exactement. On s'est dit, on a peut-être plus intérêt à devenir un peu agent de réalisateur anime. Live, c'est plus compliqué parce que live, tu peux difficilement être agent de France pour le dispatcher un peu partout. Mais à ce moment-là, il y avait une double casquette de Maxime. Donc, on s'était dit, il y a vraiment une opportunité d'essayer de le développer sur le marché américain. Ouais. Et sur le marché américain, ça n'a rien à voir, en fait. C'est quand ils sont arrivés à New York, tu discutes... en fait, le marché américain, ça se passe avec des reps. En fait, les boîtes de production, elles ne font pas elles-mêmes le démarchage. Ça passe à travers des reps qui connaissent les gens en agence. Des commerciaux qui font le tour des agences. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Ce qui fait que c'est pas du tout la même approche en termes de production aux US. Hein. Ça aurait été bien pour un mec comme toi qui, au début, tu disais, aimait pas envoyer ses mails et prendre ses rendez-vous. T'aurais aimé, j'imagine? Ah bah, ça aurait été, ça m'aurait tout changé, bien, quoi. Ah bah, complètement. Ouais. Et donc, du coup, vous y êtes allé vraiment pour développer un réal, quoi. C'est ça qui est marrant. Exactement. Vous êtes pas allé en disant, disons qu'à cette époque-là, c'était Maxime qui avait le plus gros, qui était le plus, qui avait la bande qui était internationale. Et à côté de ça, en animation, First Ave, on était plutôt dans le mix média. Hein. En fait, il touchait un peu à tout. Et en animation, c'est encore plus spécifique. C'est encore un autre marché. C'est-à-dire que c'est un marché de certaines sociétés. Et à ce moment-là, on était en train de développer en parallèle un partenariat avec la société Hornet, qui était basée à New York et qui, elle, était vraiment dédiée à l'animation. Mais en tout cas, par exemple, pour revenir un tout petit peu sur l'histoire de Maxime, parce que je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est allé aux US, donc on discute, et là, Maxime rencontre le rep, c'est Represent, je crois, aux US, et le mec lui fait « Ah, Maxime, j'adore ton taf, c'est super, etc. » Donc ça, c'était nous qui avions fabriqué la bande de Maxime. Avec Maxime, c'est nous qui avions fait tout ce truc-là, et d'avoir cet écho-là, et puis... Et les mecs aux US, ils font, qu'est-ce que tu veux faire, Maxime? Il fait, moi, je sais pas, j'aimerais bien faire du sport, j'adorerais bosser pour des marques de sport. Il fait, ok, d'accord, écoute, demain, on va avoir rendez-vous, et puis tout de suite après, t'as rendez-vous chez Droga5 avec le DC, t'as rendez-vous dans les plus grosses agences, et là, d'un seul coup, il y a une discussion qui se crée entre Maxime et le DC, et on repart de New York et il récupère les trois campagnes Adidas. Ah ouais, direct. Direct. Là, celle de Gazelle avec Kate Moss, il y en avait encore une autre et encore une autre. Oh là là, j'imagine le retour dans l'avion comme des fous, c'est dingue, quoi. Le marché est tellement différent. Le roi du monde. Exactement. Et là, tu fais, putain, c'est ouf. On aurait dû y aller plus tôt. Ouais, exactement. Et ce rep, tu penses que ça, c'était le talent de Maxime, évidemment, mais c'était aussi la qualité du rep en question, qui avait les bons contacts? Ouais, je pense, ça se joue vachement là-dessus. Et vous l'avez trouvé comment, ce rep? C'est pas nous, c'est le rep de First Avenue. En fait, on allait chez First Avenue Machine, et eux, ils avaient ce rep sur la côte est qui s'appelle Represent.
Et voilà. Et donc là, ça a commencé vraiment fort aux US pour Maxime. Il a signé plein de trucs. Donc il était beaucoup occupé sur le marché US. Produit par Eddy, du coup, non, produit par la boîte sur place. Produit là-bas. Et par contre, nous, quand il avait des projets mix média, c'était notre studio qui fabriquait tout. D'accord. Voilà. C'est comme ça la campagne Gazelle de Maxime. Qui est une campagne qui a été pas mal remarquée. Elle a été faite dans notre studio après derrière. D'accord. Et donc du coup, vous y gagnez du business pour le studio, du loan-out et potentiellement une bande de Maxime qui se développe pour mieux le vendre c'est exactement en ça. France, c'est ça? Ouais, on s'était dit grâce à marché US, on va pouvoir... il y a tellement de films là-bas que il y a plus de chances après derrière de l'amener sur le marché français. Et donc on a fait ça en parallèle aussi, mais ça c'est encore une autre histoire. C'était comme je te disais au départ, j'avais bossé dans plein de génériques de films, série, etc. Et on avait bossé sur un pilote en 2008 ou 2009, je sais plus, pour un long métrage qui s'appelait Les Fantômes du Père-Lachaise, qui était produit par les films du Trésor et deux films en aiguille. Et on avait fait le pilote. Et ce pilote-là, il était parti pour essayer de financer le projet, etc. Non, on l'avait fait en 2011, je dis une bêtise. 2011, 2012, ouais, en animation. Ouais. Et à ce moment-là, il y a eu ce pilote, il a été... En fait, moi, j'avais encore des contacts chez DreamWorks. Et c'est là où il y a eu un twist dans ma vie. On a eu des contacts chez DreamWorks et à ce moment-là, DreamWorks avait la velléité d'externaliser. Avant, ils fabriquaient tous leurs longs métrages d'animation au sein de leur studio. Et voyant le travail qui avait été fait avec Moi Moche et Méchant et Les Mignons, ils s'étaient dit, pourquoi pas essayer d'externaliser, ça nous coûterait beaucoup moins cher, parce qu'un budget de long métrage de DreamWorks, c'est autour de $200 millions à l'époque, 200-250. Et un budget comme Moi Moche et Méchante est autour de 75. Et donc, ils voyaient quand même, il y avait un intérêt peut-être économique à essayer de développer la fabrication de longs métrages d'animation en dehors du territoire américain. Et le pilote qu'on avait fait pour le film français, là, les Fantômes du Père-Lachaise, avait été remarqué par DreamWorks. Et en fait, à cette époque-là, ils étaient en train de développer un film d'animation avec Guillermo del Toro qui devait le réaliser. Et ça, c'était à mes 40 ans. Je me souviens parce que il y avait et donc le contact que j'avais chez DreamWorks m'appelle et me dit tiens au fait il y a Guillermo qui a vu votre pilote et en fait on aimerait bien vous rencontrer parce que on aimerait peut-être envisager une collaboration ensemble pour faire ce long métrage. Donc là, c'était en 2013 là. Et là, ouais, mais c'était assez fou en fait. Et là, c'est un peu ça qui a un peu tout changé dans la société. Et alors, juste mets sur pause 2 secondes. Vas-y. Si j'ai bien compris, en animation, les gens viennent sous-traiter en France parce que c'est moins cher. Et que tu as des talents. Et qu'il y a le talent. Ouais. Ce qui est quand même assez dingue parce qu'en live action, justement, les gens n'arrivent pas à tourner en France parce que c'est trop cher et vont tourner ailleurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Dans l'anime, c'est ça. Après, ça dépend parce qu'on va dans le cinéma. Moi, Moche et Méchant, c'est ça. Hein. C'est une boîte américaine qui a fait fabriquer le film en France. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Exactement, chez MacGuff. Et Pierre Coffin, dont tu parlais, c'était pas le réal du coup. C'était le réal, ouais. C'est le réal qui a, c'est le réal français, ouais, tout à fait, qui a développé Moi Moche et Méchant en France, dans la société MacGuff. Ouais. Oui, je te laisse continuer. Après, mais c'est différent. C'est-à-dire que faut voir une chose, c'est quand tu as un tournage Bon, les tournages en France, peut-être, oui, ils sont plus chers, mais dans le monde du cinéma, si tu dois faire un tournage en France, tu le fais en France. Et en animation, effectivement, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a une productivité qui est assez forte en France. Je pense que j'avais lu des rapports, c'est qu'un salarié français est vraiment beaucoup plus productif que la moyenne. Et mais tu peux dire que les Américains chez DreamWorks doivent être très bons et très productifs. Et ce qui coûte beaucoup plus cher en charge, ils ont moins de charges, a priori. Ils ont peut-être plus de salaire, mais moins de charges. Déjà, les salaires sont pas les mêmes. Et puis ensuite, je pense quand même, malgré tout, c'est qu'en France, on a l'habitude de bosser peut-être un peu avec des bouts de ficelle parfois, ou je pense qu'on a un côté des merdes, et en plus, je pense qu'on a un certain... alors, en animation, je vais parler, parce que on a vraiment un talent, on anime vite, je pense qu'on est assez efficace, et je sais pas comment te dire. Je pense que quand les US, ils vont dépenser le double d'un budget, nous, on peut le faire pour la moitié, à mon sens. C'est quand même dingue, quoi. Ouais, je pense que c'est des je sais pas. Parce que je veux bien croire qu'on est bon en France et tout ça, qu'on a des bonnes écoles et tout ça, mais
tu vois, pour être vraiment plus productif que plein d'autres pays, et notamment les Américains, c'est... Après, on est moins cher, hein. C'est-à-dire que quand tu vas sur des marchés, sur le marché US, moi je vois dans les budgets pub, etc., ils ont des budgets de ouf, quoi, par rapport à nous. Les gens sont payés moins, en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a des animateurs qui vont aux US. Ouais, oui, après, t'as peut-être, oui, rapidement, aux US, tu peux commencer ta carrière à $100,000 par an, à peu près, mais c'est, moi, je reste persuadé quand même que... D'accord. Sur le marché français, on a quand même... les tarifs sont bons, etc. Mais il y a un putain de niveau, en fait. Hein. Je sais pas si tu vois, là, le dernier truc qu'a sorti Fortiche là, pour Arcane, c'est le niveau, il est vraiment élevé. Quelques épisodes, c'est hallucinant. Non, on a un gros niveau en France. Donc, ils avaient vraiment cette visibilité-là. Et donc, à ce moment-là, moi, je me suis retrouvé embringué dans ce truc-là, de bosser avec... je me suis dit, là, c'est peut-être un changement de vie, parce que je voulais faire de la prod, et d'un seul coup, il y a DreamWorks qui veut nous confier un long métrage à $60 millions à fabriquer. Donc, j'arrivais, un peu à un passage de ma vie où je me disais, quel va être mon choix ? Et donc, je me suis retrouvé à DreamWorks en fait, c'est la méthode américaine. Grosse pression, faut tout de suite trouver les locaux, ça va signer, faut y aller à toute vitesse. Ce qui fait que pendant quasiment un an et demi, j'étais tout le temps entre Los Angeles, Paris, à parler avec les gars pour commencer à élaborer le projet. Mais c'était signé ou ? En fait, il nous avait demandé à faire un pilote, mais un pilote pour... en fait, l'idée, c'était de valider auprès de Katzenberg, qui était le big boss de DreamWorks à l'époque, le projet de Guillermo. Et donc, on a bossé l'été pour faire ça. Ils ont montré le pilote à Katzenberg. Il a dit « Ouais, c'est super, on y va, à fond, etc. » Mais en fait, en parallèle de ça, et ce qu'on ne savait pas, c'est que en fait, DreamWorks s'était pris 3 fours sur leur long métrage. Ils s'étaient pris un four sur les 5 légendes, sur Turbo et sur Mr. Peabody. Et donc, et en parallèle, ils faisaient un deal avec Netflix. Ils étaient en train de faire un gros deal avec Netflix. Et nous, on s'est retrouvés à cheval là-dedans pendant un an. Donc, c'était une course à la carotte. Ils me mettaient une carotte devant. Moi, j'essayais de courir à toute vitesse. Et en fait, il s'est passé que, au final, Netflix n'était pas branché pour faire un long métrage et ils ont demandé à faire une série. Et à ce moment-là, DreamWorks nous dit, écoutez, est-ce que vous voulez faire la série ? Et moi, j'étais là, oh là, j'ai pas trop envie de faire une série, j'ai pas envie de devenir un simple studio de fabrication un peu industriel pour de la série. Donc je dis non, nous ça nous intéresse pas. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous développer graphiquement des univers si ça vous intéresse, mais je veux pas aller dans une fabrication de masse, quoi. Et t'as perdu de l'argent sur toute cette histoire là ou... C'est là en fait où ça s'est passé, c'est-à-dire que nous on a fait quand même un truc, on a pris un bon contrat pour fabriquer toute une partie du film, mais on a fabriqué par exemple tous les assets, toute la DA, et après on l'a envoyé en Chine dans la boîte qui fabriquait la série. Et là c'est à ce moment-là, moi je faisais beaucoup d'allers-retours entre Paris et Los Angeles. À Los Angeles, encore une fois, le monde de l'animation te permet d'avoir des contacts assez privilégiés, assez faciles. Et à ce moment-là, nous, on connaissait bien. On avait quelques rapports avec Tim Miller, le boss de la société qui s'appelle Blur Studio, là-bas, c'est lui qui a lancé tous les Love, Death and Robots sur Netflix. Et à ce moment-là, il sortait Deadpool au cinéma, et Tim, il était dans une explosion totale, et nous, on était avec lui, on montrait notre travail et tout. Et puis, il fait, là, tiens, j'ai la série Lego, ils ont... j'ai pas le temps de le faire, ça vous intéresserait, il y a $1 million par épisode. Moi j'étais là, mais c'est complètement fou. Je dis mais c'est dingue et tout. Je dis à fond et tout, ouais, pourquoi pas, ouais, tu peux nous l'envoyer. Mais le mec avait tellement de sollicitations que je pense qu'après le rendez-vous qu'on a eu, il l'avait déjà zappé qu'on était intéressé. Et je suis rentré en France, et là il y a mon comptable qui vient me voir et il me fait, putain Jeff, la situation de la boîte elle est pas au top là, on n'est pas bien. C'était en 2014, il me semble, un truc comme ça. Et là, moi, j'ai commencé à me dire, oh putain, ça m'a un peu saoulé, parce que je dis, putain, en fait, on a des opportunités de fou. La boîte est galère. DreamWorks, c'est en train de se tomber à l'eau. On va faire que de la fabrication. On va faire quand même un truc vraiment cool, mais voilà, tout s'écroulait.
Ouais. Et puis en plus, le problème, c'est que comme j'ai arrêté de démarcher pendant un an et demi occupé par cette histoire de DreamWorks, il y a Nicolas qui était à fond, qui essayait de trouver des projets, mais en fait tout ça a participé au fait que la boîte était très très fragile en 2014. Ouais. Et là, ça m'a saoulé et je me suis dit non, mais en fait dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire ? Je suis pas très très bon manager de plein de gens. J'ai l'impression que j'avais vraiment cette velléité de me concentrer un peu plus sur une plus petite équipe, etc. Donc, et c'est là où je me suis dit, non, j'ai envie de changer le process. Le studio était assez lourd, hein. On avait un studio de 40 personnes où fallait ramener pas mal de projets. Et étrangement, le live action était un peu le poumon artificiel de la société. C'est-à-dire qu'on gagnait plein de choses en live et c'est ça qui faisait tenir tout cet ensemble parce qu'on n'avait pas assez de projets en animation. Ah ouais. Et c'était ça, c'est parce que on commençait à développer pas mal le live, ça marchait quand même bien et sur le marché français. Et l'animation, et c'était quand même plus complexe et sur le marché français. Et donc à ce moment-là, moi c'était compliqué. J'avais des réalisateurs qui voulaient me dire tiens, est-ce que tu peux investir dans ce clip, etc. Et de l'autre côté, j'avais le studio qui me disait ce serait bien de prendre d'acheter des logiciels, des machines. Ouais, tout le monde te demande de l'argent. Ah, voilà, j'avais vraiment le cul entre deux chaises et c'était pas tellement jouable et je m'apercevais quand même de mes limites. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on avait bossé en post-prod avec Night Shift qui avait fait montage étalo d'un film. Je m'étais bien entendu avec eux, je les ai trouvés plutôt sympas. Et là, je me souviens, c'était je crois en septembre ou en octobre, je suis allé voir Julien Desplanques, là, un des deux boss, et je dis écoute, moi j'aimerais bien me libérer de mon studio d'animation et vraiment me spécialiser plus dans la production. Et à ce moment-là, on a eu ce projet et donc j'ai scindé la société en deux. D'un côté, il y a eu Eddy, qui était une nouvelle société. Donc chez Eddy disparaît et ça se transforme pas en Eddy, mais on prend le nom de chez Eddy, on le met Eddy, donc on crée cette nouvelle boîte qui est complètement dédiée à la production. Et de l'autre côté, on a Brunch Studio, qui est l'ancien chez Eddy, qu'on se partage avec Night Shift. Et notre idée à l'époque, c'était que Night Shift avait quand même pas mal de post-prod à faire et sous-traitait beaucoup à Mathématiques ou à d'autres boîtes. Et l'idée, c'était de prendre aussi une petite partie pour pouvoir pour que le studio puisse vivre, quoi, et pas ne soit dépendant complètement de Eddy. Donc en gros, voilà, t'as fait le choix de séparer, et c'est vrai qu'on pourrait penser que le studio de post-prod justement serait le truc un peu plus stable, avec alors oui, t'avais des salariés, donc tu devais avoir des charges importantes. En fait, l'idée, c'était de faire entrer du cash pour pouvoir faire continuer à vivre le studio de fabrication. C'est exactement, ça, ouais. L'idée, c'était de pouvoir faire venir, parce que le problème dans chez Eddy de l'époque, c'est que jamais tu avais des sociétés de production concurrentes qui allaient bosser chez nous. Ils allaient tous bosser dans des boîtes, des studios indépendants. Donc, on avait quand même tout le business du studio venait de nous. Donc, ça commençait à devenir un peu compliqué. Ouais, et compliqué en termes de business, ouais. Et donc, en faisant ça, donc on a fait ça, mais en fait, ça n'a pas forcément bien pris la greffe parce qu'on se retrouvait avec des gens avec un studio d'animation, mais vraiment avec un ADN d'animation. Et on s'est retrouvé avec des projets plutôt VFX, plutôt beauté, etc. Et ça a un peu déstabilisé le bordel et on n'a pas vraiment réussi à prendre cette greffe-là. Et donc le studio, il a un petit peu galéré quand même au début quand on a monté le projet avec Night. Et après en 2018, on s'est dit on va arrêter tout ça et on va vraiment se spécialiser que dans l'animation. Et nous, on avait déjà envoyé beaucoup de... On était déjà bien avancé en anime, on avait des reps un peu partout, on commençait à recevoir des projets internationaux, on se lançait en parallèle, on avait mis beaucoup plus l'accent sur le jeu vidéo. Tu parles de Brunch là, hein? Tu parles pas de Eddy. Non, de Eddy. Ah, tu parles toujours la logique au niveau de Eddy, c'est tu gagnes les projets avec les réalisateurs, tu le fais fabriquer dans Brunch. Voilà, c'est vraiment là, c'est la base. Hein. C'était encore le cas même après le moment où vous avez fait rentrer Night Shift. Ouais, quand on a rentré Night Shift, c'était le cas, mais c'était pas... encore une fois, le marché français en anime est pas ouf. Et donc, on venait sur du marché étranger, mais c'était pas énorme. Il y avait Night Shift qui compensait un petit peu, mais c'était pas non plus assez pour satisfaire le studio. Et nous, on a changé un peu de braquet, où on s'est dit, on va vraiment mettre... on avait déjà changé un peu de braquet au départ
de l'association, puisqu'on s'était dit on va vraiment booster l'anime. On était sur le développement de plusieurs courts-métrages et on savait que ça allait marcher. Mais c'était une question de temps parce qu'on avait des artistes vraiment trop forts sur ces projets-là. Et là, tu parles d'Eddie à nouveau. Je suis désolé, je suis perdu. Toujours Eddie, pardon. En fait, pour te simplifier les choses, c'est que Brunch est le studio de fabrication des projets de Eddie. Mais justement, au moment où vous avez fait rentrer Night Shift, il n'y avait pas l'envie que Brunch soit un peu plus indépendant, aille chercher eux-mêmes leur truc indépendamment de Eddie? Ouais, il y avait 2 animations commerciales, il y avait Night Shift d'un côté et Eddie de l'autre. Donc effectivement, les projets venaient de Night Shift et les projets venaient de Eddie. Mais ça n'avait pas de Brunch, quoi. Il n'y avait pas chez Brunch des gens qui allaient prospecter pour se développer, être complètement indépendants. Non, la vérité, c'était pas ça. On voulait vraiment que ça reste notre studio d'animation, voilà, et pas de cap. On voulait pas qu'il y ait une troisième personne qui démarche pour Brunch. Ça semblait non, c'était pas tout à fait cette stratégie-là qu'on voulait mettre en place. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a galéré pendant 2015, 2016, 2017. 2018, ça a été un peu laborieux, ça. Et après, à partir de 2018, on a vraiment pris une autre stratégie au niveau de Eddie, en développant beaucoup plus le secteur du jeu vidéo. Et puis, en fait, on avait lancé pas mal de projets en animation, de courts-métrages, donc autour de réalisateurs représentés par Eddie, qu'on développait, et qui faisaient fabriquer tout ça chez Brunch. Et ça, et en fait, il y a eu une prise à un moment donné. Et en fait, on a décidé d'arrêter tout ce qui était projet plutôt beauté, projet VFX, etc. au niveau de Brunch qui était envoyé par Night Shift. Et on a tout concentré sur l'anime. Et en fait, ça a payé. Ouais, ça a payé. Par contre, bon, et au niveau de Eddie, c'était toujours quand même un 70-30 au niveau du chiffre d'affaires. C'est 70% de live action, 30% d'animation. Et puis, au fur et à mesure, ça a complètement twisté pendant le confinement. Quand on a eu le confinement, d'un seul coup, on s'est retrouvé à 70% d'animation et 30% de live. Et en sortie de confinement, ça s'est complètement régulé. On fait autant de live que d'animation. Mais c'est surtout pour le marché international. En France, on en a un peu, mais on bosse beaucoup à l'international. D'accord. Mais c'est... dans tout ce que tu racontes, là, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu justement compliqué d'avoir le bon marché, le bon entre l'anime et le live, entre les structures de boîte, entre Eddie et Brunch. J'ai l'impression que tu as toujours eu il y a toujours eu des difficultés dans votre, comment dire, dans les choix que vous deviez faire pour développer un truc plutôt qu'un autre. Ça a l'air vachement compliqué en fait. Ouais. Mais c'est pas simple. On s'est cherché, hein. Mais tu vois. Ouais, mais c'est aussi sans doute la bonne façon de faire pour trouver. Enfin, je veux dire, et puis ça change, hein. Comme tu dis, peut-être qu'au début, quand vous avez commencé justement l'animation, les gens vous avaient pas encore repéré sur le live. Et maintenant, tu vois, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire, pour moi, Eddie, c'était de l'animation parce que j'avais l'impression que vous étiez la seule boîte de prod vraiment spécialisée en animation au niveau pub. Comment tu fais justement pour que les gens vous identifient de la bonne façon? C'est super compliqué. Moi, ça a été... en fait, quand tu viens de l'animation et que tu fais du live, la plupart du temps, on dit, mais attends, ils font de l'animation, ils peuvent pas faire de live. Et en plus, le marché français est structuré d'une façon qui est assez hallucinant. C'est-à-dire que tu as un producteur live qui a jamais touché à l'animation et qui se met à l'animation, s'il est assez fat, ils vont faire, putain, il fait de l'anime, faut aller chez lui, etc. Alors que franchement, à mon sens, c'est beaucoup plus complexe de produire de l'anime que du live. Et donc, non, mais ouais, ça a été une lutte, hein, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment, c'est long de se faire identifier en tournage. Ouais. On a mis énormément de temps. Et l'anime, en fait, on s'est un peu détourné du marché français pour aller vers l'inter. Ouais. Et voilà, la boîte, c'est quasiment, chez Eddie, c'est 50% du chiffre d'affaires à l'étranger, en fait. Ah ouais, oui, d'accord. Et 50% France. Et comment tu fais? Donc, t'as pas de bureau à l'étranger, hein, c'est que des partenariats. Ouais. Et donc, les fameux partenariats dont tu parlais tout à l'heure avec des loan-out et tout ça, c'est ça qui fait
qui rapportent. Ouais, disons que là, on est arrivé. Tu vois, on a des deals. On reçoit beaucoup de projets. On reçoit des projets. On a des reps qui couvrent toute l'Asie. On est associé à une super boîte qui s'appelle Blink Inc. En Angleterre, qui est associé à Blink en fait, qui a un peu la même histoire que nous d'ailleurs, parce que Blink c'était à l'origine un studio d'animation et après c'est devenu une production live en Angleterre qui est plutôt une grosse, qui est très 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 balèze. Et puis sur le territoire américain, on a aussi là maintenant on vient de signer un accord là récemment, mais on se testait et tout, et on a des reps de Friends Electric là par exemple qui ont les 3 territoires, le centre, l'ouest et l'est, et on reçoit beaucoup de projets venant d'eux. Et c'est assez intéressant. Ils nous représentent, ils représentent les réalisateurs. En fait, maintenant, ils représentent plutôt la boîte Eddy. En fait, si tu vas dans le roadster de Blinking, tu verras qu'il y a marqué Eddy. Et c'est hyper intéressant. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en animation, c'est beaucoup plus international, alors qu'en live action, c'est beaucoup plus France. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça pour toi, que ça soit compliqué de se vendre en live à l'étranger et que ça soit plus facile de se vendre en animation à l'étranger? Alors en fait, je pense que les réalisateurs, les réalisateurs en live, ils ont vraiment un choix après de se faire représenter dans divers endroits dans le monde. Par exemple, quand tu es réal live en France, tu peux assez facilement pas facilement, ça dépend de ton niveau, mais tu peux te faire représenter en Angleterre et aux US. Donc c'est qu'il y a plus de prods qui veulent te représenter. Exactement. Toi, tes réals d'animation, ils sont moins... ils ont un meilleur... Enfin, vas-y, je te laisse finir. Les réals d'animation, c'est un petit peu différent parce que c'est comme une maison. En fait, tu vois, par exemple, nous, dans notre studio, il y a plein de réalisateurs qu'on a qui viennent... ils ont une place. En fait, ils peuvent bosser. Ils peuvent bosser avec les... En fait, c'est comme une maison. Et un réalisateur live, il va y avoir beaucoup plus d'indépendance. Et les réalisateurs d'animation, par exemple, l'animation, c'est hyper long, c'est-à-dire que quand tu développes un projet, c'est sur beaucoup de temps. Et ce qui fait que tu les soutiens. Nous, on investit beaucoup d'argent. Une grosse partie de ce qu'on gagne est réinvestie dans le développement des réalisateurs. Donc, il y a une certaine appartenance qui se crée. C'est assez étonnant. C'est comme inspirant même. Tu peux te demander si on pourrait pas faire plus ça sur le live aussi, tu vois. Ouais. On pourrait avoir des partenariats plus forts avec les réals. Est-ce que je sais que moi je sais parce qu'on a quelques réals qui sont passés après chez Division. J'ai l'impression qu'à un moment donné, bon, je sais pas maintenant, mais à une époque chez Division, quand c'était que Jules, il y avait Insurrection d'un côté et Division, ils étaient tous en groupe, quoi. Ils se tenaient tous quand il y avait un pitch, ils allaient tous s'aider, etc. En anime, on est un petit peu là-dedans. Là, on vient de faire un gros pitch et il y a eu on s'est mis à plusieurs pour le faire. Et donc voilà, donc c'est un peu tout ce partage. Même plusieurs réals, tu veux dire? Ouais, plusieurs réals. Ça n'existe pas en live action. Non. Je crois que chez les Divisions à une époque, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais je sais moi, pas je l'avais entendu chez eux justement, mais pour du clip. Oui, pour le clip. Mais pour un brief d'agence qui arrive, jamais il y a plusieurs réals qui planchent dessus en se disant tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est plus difficile. Et mais c'est dommage. Je suis sûr que ça plairait à plein de réals en plus, d'avoir ce côté un peu plus maison. Ouais, après c'est difficile pour te dire, il y a quand même des égos qui rentrent en jeu, etc. Mais ça peut... En tout cas, l'anime est un monde vraiment à part. Ça a l'air sympa. Ouais, c'est un monde, on va dire, de bisounours. On se retrouve tous à Annecy une fois par an. On se côtoie tous, même en compète. Tu vois, par exemple, il y a quand même 3 acteurs. Il y a Passion Wiz en France. Et on s'entend super bien. On est très solidaires les uns des autres. Oui, j'imagine, il y en a d'autres. Moi, je vous connais surtout vous. Mais il y en a, l'anime, on n'est pas beaucoup et je pense qu'on on se connaît tous, Donc, c'est assez agréable. Et sur le marché international, très, très, très rapidement, tu peux te retrouver sur du très lourd, en fait, et assez facilement, étonnamment. Après, il y a beaucoup de travail pour arriver à ça. C'est-à-dire que en fait, comment on a accédé au marché international, c'est qu'on a développé des courts-métrages qui ont flashé, par exemple, il y a un rep qui a vraiment adoré aux US à l'époque, qui avait adoré un film qu'on avait fait et qui a permis qu'on fasse le deal avec Hornet. Donc, il y a quand même une stratégie à mettre en place pour arriver au niveau international. Ça se fait pas comme ça.
Ouais, et c'était une autre question que j'avais pour toi, c'est comment tu arrives à faire et de la pub et de la fiction, sachant que j'ai l'impression que c'est Alors quand oui, même vachement différent. Et juste, en fait, c'était ma question tout à l'heure, quoi. Vous faites plein de choses différentes, en fait. ouais. Et comment vous arrivez à être à faire autant de choses différentes en même temps, quoi? Eh ben, c'est que en fait, on a la chance qu'on est très complémentaires avec Nicolas. Au départ, lui, il est arrivé en pub, il a boosté le truc de la pub. Et en 2016, en fait, il en avait marre de la pub. Il m'a dit, écoute, moi, en fait, j'ai plus envie de faire ça. Et j'ai envie vraiment de développer le pôle fiction de la boîte. Et à ce moment-là, moi, j'étais plutôt d'accord avec la publicité. C'est un business qui est assez hystérique, on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas gaver de taf, et puis d'un seul coup, plus rien. C'est très complexe à piloter. Quand tu as une logique de développement, c'est assez compliqué de tenir. En tout cas, à cette époque-là, nous, on n'avait pas... C'était plutôt assez aléatoire, le business. Et on s'était dit, si on développe la fiction, on va pouvoir aussi avoir à un endroit un business un peu plus pérenne, qui a un peu plus de temps, où tu as plus de temps de réfléchir, tu peux mieux faire ses strates, etc. Donc, on s'est dit en 2016, bah écoute, je dis à Nicolas, t'arrêtes la pub, tu te consacres entièrement à la fiction, et puis moi, je vais prendre tout le côté, parce que j'ai beaucoup de résilience, moi. Donc, j'étais plutôt capable de bien gérer ce milieu qui me convient bien, j'arrive à bien l'aborder, et Nicolas, lui, il a vraiment développé la fiction et c'est vachement bien parce qu'on a développé beaucoup de courts-métrages. On en a encore plein, qu'on fabrique là. Et en plus, là, on arrive quasiment, on a un long-métrage qui est d'animation qu'on va présenter le pilote là, au Cartoon Movie dans un mois. Et on a un deuxième long, ça fait 3 ans d'écriture qui est quasiment bien parti en anime. Et puis un autre long en live. Mais tout ça, c'est piloté par Nicolas. Et on arrive, ce qui est pas mal en France aussi, il faut savoir, c'est que si tu te débrouilles bien dans la structuration des aides, on a un soutien qui est phénoménal avec le CNC. Fait que nous, tous les courts-métrages qu'on produit, ils sont tous financés quasiment à 100%. Ceux qu'on n'arrive pas à financer, on va investir avec l'argent de la publicité, on les remet dedans, quoi. Mais du jour au lendemain, la transition pub vers la fiction, qui tu vas voir, comment tu trouves les sous, ça n'a pas été trop compliqué? C'est hyper long et puis c'est pas évident parce qu'il y a quand même un certain clivage entre le monde du cinéma et la pub. Encore, ça se réduit parce que des boîtes comme Quad qu'on réussit un peu à frayer le chemin, quoi. Mais oui, au départ, t'as les producteurs de fiction qui galèrent et quand tu demandes des aides, ils se disent attends, là t'as des producteurs de pub, ils doivent s'en mettre plein les poches, donc on va pas forcément les aider. Mais en fait, c'est avec le travail que ça change. Nous, on travaille énormément. Les dossiers, ils sont plutôt bien faits. On a une grosse exigence en écriture, ce qui fait que là maintenant, on est arrivé dans une construction de dossier où on arrive quasiment à tout financer à travers les aides en région, les aides CNC, etc. Trop bien. Ouais, c'est vachement bien. Là, on est dans un bon rythme de croisière. Mais comme tu dis, ça se fait pas comme ça. Faut du temps. On l'a commencé en 2016. Donc 2016, 2022, il a fallu 6 ans pour arriver à avoir un long métrage qui est bien avancé, qui est en train de se financer, et puis un deuxième qui est finalisé en écriture. Et justement, donc ces quelques dernières années là, j'ai l'impression dans ce que tu racontes que tu as trouvé une sorte d'équilibre entre les différentes boîtes, les différents animations versus live, même en tant que gérant de boîte. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ces dernières années, ce que tu as appris là-dessus, est-ce que tu veux faire pour la suite? Est-ce que tu as, après avoir cherché autant de fonctionnement, de trucs qui pouvaient fonctionner, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as envie de continuer à faire? Nous, encore une fois, on est plutôt dans la diversification de nos sources de revenus, on va dire. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'animation qui est plus internationale, on a le live qui est 100% France, et encore non, quoique, on commence déjà, on a réussi à choper une pub là, pour Bentley avec les marchés UK par exemple, tu vois. Donc ça arrive le live, mais c'est pas si courant quand même. Ouais. Et après il y a le cinéma, et puis ensuite on est en train de réfléchir à d'autres développements. Surtout que le monde de l'animation nous permet d'aller dans
il nous permet d'aller dans d'autres territoires. Et donc, là, on réfléchit. On réfléchit un peu encore à continuer à développer plusieurs axes au niveau de la boîte. Encore une fois, pour pas dépendre que d'un marché. D'accord. Quand tu dis d'autres trucs, ça peut être du jeu vidéo, des choses comme ça? Le jeu vidéo, on a déjà lancé ça. On est plutôt bien. C'est une bonne source de revenus pour nous, hein, ça, jeu vidéo. Mais quand tu dis le jeu vidéo, c'est créer les cinématiques. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça. C'est les cinématiques. Mais c'est pas créer des jeux ou de l'univers graphique. Des jeux, c'est ça? Non, pas uniquement travailler la promotion de ces jeux vidéo. D'accord. Mais tu vois, on remarque que le jeu vidéo, ils sont toujours un petit peu en avance. Même les US, quand tu regardes comment ça fonctionne aux US, généralement, moi, à mon sens, mais bon, ce que tu as dans les US il y a 10 ans, c'est ce qui est en train de s'appliquer après un peu en Europe. Donc, quand tu regardes comment ça se passe, nous, les partenaires qu'on a aux US, ils font énormément de direct clients. C'est-à-dire qu'ils bossent avec tous les GAFA. Ils bossent avec Google, avec Facebook en direct, avec Insta. C'est-à-dire que le marché, il est en train de se modifier. Tu vois, là, j'écoutais les autres émissions là, de podcast où, effectivement, en France, tu vois, tu as la prod intégrée qui est quand même arrivée, qui a débarqué, qui a un peu bouleversé un peu le système. Mais je pense qu'il est tellement en mutation. Nous, on le voit au niveau des jeux vidéo. On est aujourd'hui, quand on est interrogé pour des projets de jeux vidéo, il nous arrive souvent de mettre un auteur. On développe quasiment tout. Là, pour un jeu qui est sorti, on a carrément développé les skins des personnages qui sont dans le jeu vidéo. Les skins, tu sais, c'est tout ce que tu achètes, les tenues et tout, quand tu veux customiser ton propre perso. Ouais, et donc, on va... Créa, ouais, voilà, tu vas... En fait, le jeu, il nous pousse vachement à travailler sur de la créa. Donc, on s'entoure aussi d'équipes créa pour pitcher sur ces jeux-là. Ouais. Ce qui fait que le marché, il est en mutation. Donc, tu sens que là, aujourd'hui, oui... il reste quand même articulé autour des agences, des prods, parfois la prod intégrée, mais ça bouge. Moi, je pense se retrouver avec aussi du client en direct, pas forcément pour les mêmes choses que les agences, hein, mais on risque de devoir aborder ce genre de problématique client. Ouais. Là, il y a pas longtemps, il y a même les clients, ils évoluent dans leur logique. Moi, on a fait un film là récemment où en fait la création a été faite par l'agence et le client allait nous voir en direct pour produire le film. Ah oui. Tu vois, donc c'est. Ils voulaient pas garder l'agence dans leur. Ils voulaient travailler en direct avec une prod. Voilà. D'accord. Donc c'est tout comme les agences sont allés aussi sur le territoire de la prod, forcément derrière tout se modifie ensuite. Non mais c'est clair. Ça crée des déséquilibres qui se rééquilibrent ensuite. Donc voilà. Donc peut-être une piste. Tu penses que ça dans les quelques années qui viennent. Ah oui, moi à mon sens, ça peut être une source de revenus. Ouais, ce qu'on développe avec comme on voit comment ça se développe aux US, je pense que à terme on risque d'avoir des marques qui s'adressent à nous en direct. Le contenu, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Là, tu vois, aujourd'hui, nous, avec Netflix, par exemple, ils demandent, beaucoup, ils sont vraiment à la demande de fabriquer, nous, ça se passe pour l'animation, mais de fabriquer, de sous-traiter beaucoup de séries, de contenu à faire. Bon, nous, on refuse parce qu'on veut pas devenir un studio industriel. On veut rester à une échelle convenable, mais bon, c'est quand même une assez grosse échelle dans laquelle on est, mais on veut pas industrialiser notre studio, mais il y a une demande dans tous les sens. Donc après, c'est simplement où est-ce que tu te positionnes par rapport à cette demande. Voilà. Donc que ce soit en fiction, en pub, ou en direct client, je pense. Et du coup, toi, ta dernière année là où tu as pris donc un petit peu plus de hauteur, si je comprends bien. Ouais. Ça te permet à part le suivi des projets où de temps en temps tu interviens, est-ce que tu as pu te consacrer à d'autres choses, des choses sur lesquelles tu t'es justement jamais consacré depuis toutes ces années? Oui, disons que je suis quand même vraiment le nez dans le guidon. Hein. Je suis quand même bien occupé sur les sujets de production parce que je peux pas lâcher la prod comme ça. Hein. C'est-à-dire que pendant beaucoup de temps, c'était un peu moi qui a ramené le business de la boîte. Donc, je suis encore le pied dedans. Mais je vois que là, aujourd'hui, j'arrive à prendre plus de temps sur des décisions strat. J'ai plus de temps pour discuter avec les reps. J'ai beaucoup plus de temps pour structurer la boîte.
Donc c'est bien là, c'est beaucoup mieux même. Je t'avoue, avant je faisais trop quoi, j'avais ah bah ouais, puis c'était beaucoup hein. Les tournages c'est fou hein, en fait, tu pars aux quatre coins du monde, ensuite tu as la responsabilité de la boîte, derrière tu as un projet d'anime. Moi j'avais à un moment donné, je saturais en fait. Je m'en rendais pas compte mais j'étais pas non, c'était trop pour moi. Donc là non, aujourd'hui je pense que c'est un bon équilibre. Et puis après la boîte, on a quand même on a 8 producteurs, donc c'est productrices, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, 4 en live, 4 en... il y en a il y a 4 personnes en live, on a Alexandra et Cory qui gèrent toute la partie live. Et après, on a Adrien et Benjamin en dessous au niveau des producteurs live. Et en anime, on a 3 productrices et un producteur. Et on a Émilie qui chapeaute toute la partie animation. Voilà. Donc en fait, on a des responsables en fait de pôle qui animent leur propre département. D'accord. Ah mais vous êtes bien structuré en fait hein. Oui, alors que dans des boîtes de prod, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ces échelons. T'as souvent le boss qui continue à produire ces projets. Enfin, c'est plutôt par projet, quoi. Là, j'ai l'impression que vous avez plutôt une structure managériale entre guillemets plus classique, quoi. Enfin, qui n'est pas spécifique à la prod. Non, on s'est vachement inspiré des US pour te dire la vérité. C'est-à-dire ils sont comme ça, même en US, on a vu de toute façon, même nous, on a un département pitch assez costaud. En fait, on a quasiment, on a combien ? On a 5 personnes au pitch. Vous avez un département pitch. Alors ça, tu vois, c'est la première fois que j'entends parler d'un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne font que pitcher. Pitcher pour les briefs de pub carré ou alors pitcher tous les pour projets. En fait, tous les projets. Pour la fiction, un peu moins, ils vont nous aider pour constituer des dossiers, mais sinon, non, on a une personne dédiée. En fait, on a une personne dédiée à l'anime, une personne dédiée au live, on a une DA, un monteur, et on a Bruno qui chapeaute tout cet ensemble et qui fait en même temps du business. Mais donc, alors, ils font quoi globalement ? Je comprends que le DA, monteur, tout ça, ils construisent des mood tapes ou des trucs comme ça pour faire des démos de ce que ce serait. Ouais. Si je comprends bien. Et les autres, ils font quoi ? Qu'est-ce que tu fais dans une équipe de pitch ? Disons que après nous, on avait réfléchi, on s'est. En fait, le pitch pour nous, c'est vraiment la base de la boîte. Hein. C'est vraiment le noyau. Bien sûr, t'as les noyaux, bien évidemment, des productrices et producteurs, mais il y a quand même le pitch est une sorte de noyau. C'est-à-dire que en fait, on a beaucoup de choses différentes en pitch. Et ce qu'on se disait, au départ, on fonctionnait avec des freelances. Et on s'est dit, mais il y a un truc qui n'est pas logique. C'est pourquoi on va toujours bosser avec des freelances alors que, en fait, au fur et à mesure de faire des pitchs, tu deviens meilleur. Et donc, on s'est dit, vaut mieux acquérir cette connaissance en interne et de fidéliser la structure pitch en interne pour bien comprendre. Parce que quand tu es sur tu réinventes la roue à chaque nouveau pitch avec chaque nouveau freelance. Exactement. Et puis aussi, chez nous, le producteur, il est plutôt abrité. C'est-à-dire qu'il y a la cellule pitch qui bosse avec le prod, mais le prod, il n'est pas obligé de tout gérer le pitch. Déjà, il a assez de taf à faire sur la construction du projet, comment tu vas designer le projet pour que ça puisse rentrer. Et à côté de ça, nous, on a Mika qui bosse avec le réal, avec le producteur, qui va commencer à travailler sur tout ce qui est la note, la construction, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qui est fait, comment on met ça en place. Et on fait la même chose avec l'animation, où en animation, c'est énorme un pitch, parce que tu coordonnes à la fois, par exemple, sur un pitch de jeu vidéo, tu as à la fois l'auteur qui va écrire, t'as les designers, des fois tu fais des tests d'anime, c'est-à-dire que d'un seul coup... oui, c'est plus lourd. C'est énorme, et puis les budgets sont énormes en pitch, on dépense beaucoup d'argent sur un pitch de jeu, tu peux aller dans les 10-15 000 balles un pitch. Donc Et c'est des trucs qui sont... Est-ce que c'est comme en pub ou c'est jamais rémunéré ou... Ça dépend, il y a des structures qui rémunèrent et d'autres non. D'accord. Mais c'est quand même moins que oui. C'est quand même plus, tu veux dire rémunéré en anime. Non, tu dépenses plus ton fric que quand on rembourse, en fait.
Oui, bien sûr. Ouais. Il part du principe que tu vas te rembourser si tu gagnes le film. Voilà, un peu, ouais. C'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, donc, structure de pitch en interne, c'est énorme, ça. Et au passage, si tu l'internalises et que du coup, tu étais meilleur en pitch, c'est hyper intéressant pour le direct client, quoi. Ben tu sais partir de zéro et à terme, ça peut aider, ouais. On n'en fait pas beaucoup, mais à terme, je pense que ça peut aider. Si on réfléchit comme ça, ouais, je pense cette structure de pitch, elle peut ne faire que s'agrandir et que se structurer par rapport au marché derrière, quoi. Et t'as d'autres services comme ça dans ta boîte que je connais pas? Non, on fait que ça. Non, on fait que ça. Après, on a la fiction, qui est bossée avec Céline et Nicolas, mais c'est tout. C'est déjà beaucoup parce que ça vous fait êtes une vingtaine, hein, c'est ça? Ouais, on est 16, il me semble, un truc comme ça, 16, 17, je sais plus. Et donc, ouais, parce que en fait, le pitch, il est tellement encore une fois, quand tu vas sur de l'animation, t'es vraiment les pitchs internationaux. Quand tu commences à rentrer en animation sur un pitch international, tu sais que t'es contre le plus lourd, en fait. C'est un peu la Champions League, quoi. Donc parce que c'est très international, donc du coup, tu te bats contre la planète entière. Oui. Et puis en face, c'est vraiment, t'as les meilleurs. Donc t'es obligé, en fait. Tu peux pas. Chez First Avenue, ils font ça aussi, tu vois. Ils ont une structure pitch énorme qui pitch et qui gagne ou qui perd, bien sûr, mais qui devient meilleur. Voilà, qui devient meilleur. Forcément. En regardant ça. Et tu sais, c'est pareil aussi dans la manière de produire. Aux US, t'as plutôt un EP, un executive producer qui fait un peu d'ear-prod à la fois. C'est-à-dire que c'est un peu comme, là, t'as le boss, un peu comme moi, puis après, il rentre le projet, et après, ça passe directement à quelqu'un qui s'en charge. Il n'y a pas cette personnification En France, on aime bien avoir... tiens, je veux produire avec un tel. Et voilà, nous, ce qu'on aimerait bien, ce serait de dire, je veux produire parce que j'ai envie de bosser avec cette boîte, tu vois. Ouais, avec Eddie et pas exactement. la personne de chez nous. Ouais. Ça, c'est plus de travail. Ouais. Bon, écoute, c'est cool en tout cas, Jeff. Voilà. Merci. C'est fini. On a dépassé un peu le temps que je t'avais demandé d'avoir, mais c'était bien cool. Dis donc, ouais, effectivement. Je me suis régalé. Bon, très bien. Écoute, merci à toi. Je sais pas si tu as un dernier mot que tu veux ajouter ou si vous recrutez ou s'il y a des choses que tu n'as pas dites, que tu aurais voulu dire. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé, mais non. C'est le but. Voilà. Non, ravi d'avoir fait cet échange avec toi, en tout cas. Écoute, c'est très bonne initiative, je trouve, ce que tu fais. Ouais, écoute, je suis ravi que ça te plaise. Merci en tout cas, merci, attention au chien, le studio qui nous a accueillis, Célia aux manettes. Et puis, je te dis à une prochaine. Ouais, à une prochaine. Merci Jean-Baptiste. Allez, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.